Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui on parle de la pause déjeuner, on appelle ça aussi la pause méridienne, l'importance sociale de cette pause. On va en parler avec François Poder, il est le directeur de New Food Models chez Sodexo France. Il nous fera un point justement sur ce rapport entre ceux qui mangent en entreprise et les télétravailleurs. Le cercle RH, la rentrée sociale évidemment, sera-t-elle chaude? Priorité à la lutte contre le chômage avec des mots qui ne sont pas passés inaperçus par la voix du président de la République qui nous donne le sentiment de vouloir faire un tour de vis sur les demandeurs d'emploi. On en parlera avec Lydie Nicole de la CFDT et Nathalie Hannet de Solidarité Nouvelle contre le chômage. Ce seront nos invités dans le cercle RH. Et puis fenêtre sur l'emploi, l'impact des licenciements sur le travail des DRH. Bah oui, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se séparent depuis quelques mois de leurs collaborateurs. On fera le point avec Aurélie Feld, elle est présidente de LHH France. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, il y a le travail et puis il y a la pause déjeuner qui est un moment essentiel, crucial. Alors parfois réduit quand on est à son bureau, à son poste de travail, on continue à travailler. C'est peut-être pas la même chose quand on est télétravailleur. François Poder, ravi de vous accueillir. Très heureux. Vous êtes directeur de New Food Models chez Sodexo France et vous avez alors plusieurs choses à nous raconter parce qu'il y a vraiment une histoire à raconter autour de cette pause déjeuner. D'abord, une étude BVA qui a fait une photo en février dernier sur la manière dont on mangeait en entreprise et chez les télétravailleurs. Et puis, on parlera ici d'une offre parce que vous avez conçu une offre. D'abord, on mange comment quand on est télétravailleur? On mange différemment que quand on est salarié dans l'entreprise? Alors bonjour, merci de votre invitation. C'est un sujet qui effectivement me passionne. On a fait cette étude pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, mais ce que souhaitent avoir ces télétravailleurs dans leur assiette. Alors aujourd'hui, le télétravailleur, il mange un petit peu différemment. Chez lui, il fait plus attention à ce qu'il mange. L'équilibre sain, il avoue grignoter un petit peu. C'est tentant. C'est tentant. C'est vrai. Mais ce qui pour nous est important dans ce contexte-là, c'est de lui assurer quand il rentre dans l'entreprise, et c'est cet objectif du travail hybride, de lui offrir une solution avec un plat végétarien, avec une alimentation équilibrée, végétalisée, et pour ça, ne pas rompre cette habitude entre ce qu'il peut faire chez lui et ce qu'il fait dans l'entreprise. Ne pas créer de rupture finalement dans sa manière de consommer, même si c'est plus pratique d'être à la maison, on sait où sont rangés les objets, on peut faire sa popote, ce qui n'est pas le cas en restauration. Tout à fait, et on a constaté que le télétravailleur prend une pause plus longue que ce qu'on pouvait imaginer, qu'il fait attention à ce qu'il mange, et pour ça, eh bien, comme vous le dites, il ne faut pas rompre avec ce qu'on va pouvoir lui proposer dans l'entreprise. Un chiffre, 91% des télétravailleurs considèrent la pause déjeuner comme jouant un rôle essentiel dans la journée de travail, c'est-à-dire que pour lui, c'est un moment important. Et d'un point de vue sociologique, à la télévision en particulier, on a beaucoup de journalistes qui continuent à travailler à leur poste de travail en mangeant une salade. Et finalement, le télétravail a du bon pour ça. On oblige une vraie pause, un vrai moment d'arrêt. Et on souffle, c'est pas mal. Alors effectivement, la pause, on la connaît comme un moyen de réduire la charge mentale, de se reposer. On constate que le télétravailleur, comme l'autre non télétravailleur, utilise la pause comme un moyen de faire autre chose, ses courses, les courses, du sport, de lire, mais aussi, et ça c'est très important, de renforcer le lien social. Renforcer le lien social, pour lui, c'est déjeuner avec ses collègues, 81%, c'est manger avec son manager, 61% chaque semaine. C'est vrai. Ou en tant que salarié, en tant que manager, il va aussi convier ses équipes dans des solutions de restauration améliorées pour engager les collaborateurs, les motiver et toujours renforcer ce lien social. François, un petit mot sur Tocla, parce que la vraie difficulté, et que vous avez résolue, c'est je mange à la maison, mais je vais faire mes achats de mon côté, et puis en même temps, j'ai mon produit restauration avec mes tickets ou ma carte. Là, vous avez fait un tout en un, en fait.
C'est ça l'idée? C'est ça. Aujourd'hui, bon nombre de salariés font du télétravail. Et aujourd'hui, il y avait une coupure. Ce qui avait des impacts économiques et pas une prise en compte de la réalité entre le chez-soi et dans l'entreprise. Donc avec la solution Tocla qu'on a créée, on a utilisé les savoir-faire des équipes de restauration collective et de nos équipes qui font des titres restaurants, Futur Pluxi, pour pouvoir matcher ces éléments, permettre d'avoir une seule app, un seul moyen de paiement. Pour les deux. Pour les deux. Et d'avoir une vision totale donnée à l'employeur sur la réalité de comportement. Donc je vais m'acheter un sandwich à côté de chez moi, je suis en télétravail, je peux payer avec l'appli. Exactement. Et c'est calculé de manière à ce qu'on ait retiré tous les bons chiffres, qu'on ait le bon compte. Et effectivement, on veut, à travers cela, aider celui qui administre ça dans l'entreprise, les RH, en lui donnant des solutions techniques qui vont éviter le cumul d'avantages et lui simplifier la tâche. C'est un tout dernier mot, c'est la marque employeur pour vous aussi de développer ce produit, parce que vous dites à ceux qui nous regardent, mais regardez, en télétravail, vous êtes aussi bien que dans l'entreprise, puis quand vous êtes dans l'entreprise, vous êtes aussi bien que vous êtes en télétravail. C'est ça que vous nous dites. Exactement. Il y a un signe. 78% dans l'étude des salariés se disent satisfaits de leur solution de restauration, mais c'est 91% quand ils ont une solution hybride. Donc ils peuvent choisir et peuvent alterner la manière de se nourrir à la maison ou au sein du réseau Sodexo. Et vous le savez, aujourd'hui, le maître mot pour les collaborateurs, c'est l'individualisation des besoins. C'est satisfaire leurs attentes spécifiques. Et Tocla est la réponse à cela. Je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux. Tocla, ça veut dire je toque là. Je toque là. Je vais où je veux, quoi. Je vais où je veux, dans le restaurant d'entreprise, parce que c'est fondamental pour le renforcement du lien social. Mais je veux aller à l'extérieur, prendre l'air, je peux le faire. Merci François Poder de nous avoir rendu visite, directeur New Food Models Sodexo France, pour cette étude passionnante BVA. Allez la voir sur le site Sodexo. J'imagine que vous avez un site New Food Models pour découvrir l'étude entière. C'est assez intéressant sur le plan sociologique, sur la manière de consommer nos repas. On tourne une page, c'est le Cercle RH, le débat de Smart Job, et c'est la rentrée sociale évidemment. Et j'accueille mes invités. Le Cercle RH et le débat de Smart Job avec cette rentrée sociale. Nous sommes dans la rentrée sociale. Alors, quelle est la température, la couleur de cette rentrée sociale? Lutte contre le chômage, objectif plein emploi, avec évidemment un invité, surprise entre guillemets, l'inflation, les prix alimentaires qui montent et des salariés qui aujourd'hui réclament des augmentations de salaire parce qu'ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Ça, c'est une réalité concrète. Hausse du prix du carburant. Et donc des difficultés aujourd'hui pour les DRH qui reçoivent à tour de rôle les salariés. Puis on va parler évidemment des demandeurs d'emploi. Lydie Nicole, merci d'avoir répondu à notre invitation. Secrétaire nationale en charge des politiques d'insertion et de la lutte contre la pauvreté à la CFDT. On vous écoutera d'ailleurs sur l'indexation des prix, des salaires sur la hausse des prix, parce que je crois que la CFDT est un peu discordante. EFO réclame l'indexation, vous ne la réclamez pas? Tout à fait. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord avec cette affirmation. Vous dites comme Bruno Le Maire, parce que si on indexe, on va refaire monter l'inflation. Alors la CFDT, depuis longtemps, a un discours assez clair sur le sujet. D'abord, la première façon de lutter contre l'inflation pour les travailleurs, c'est de travailler sur les salaires, les politiques salariales. Aujourd'hui, plus de 95 branches professionnelles ont encore des niveaux de classification qui sont en dessous le SMIC. Voilà, donc ça, c'est un chiffre. Ça fait 20 ans que j'entends ce sujet. Oui, alors ça progresse, mais ça progresse pas assez vite. Et on a une situation aujourd'hui où on a beaucoup de travailleurs pauvres dans notre pays. Donc il faut se poser la question du modèle économique et social que l'on veut. La question de la précarisation. Et justement, parlons-en. Nathalie Annette, merci d'avoir répondu à notre invitation. Présidente de Solidarité Nouvelle face au chômage et pas contre le chômage. Voilà, déjà la première erreur. Solidarité nouvelle face au chômage. Vous venez régulièrement, vous et Vincent Godbout, nous parler de cette catégorie de personnes qui sont entre les deux. C'est un état intermédiaire, demandeur d'emploi. C'est des gens qui ont eu un emploi, qui l'ont perdu. Autour du chômage ? Non, mais la rentrée sociale, on en parle autour des salariés qui réclament. C'est quoi la rentrée sociale des demandeurs d'emploi ?
C'est l'inquiétude des mots du président de la République qui dit on va réduire la durée d'indemnisation, on va serrer la vis un peu plus? On rajoute une couche de culpabilité, de culpabilisation des personnes qui, d'ores et déjà, souffrent et sont s'auto-censurent et s'auto-dévaluent parce qu'elles n'arrivent pas à retrouver un travail, elles n'arrivent pas à assumer leurs besoins, elles n'arrivent pas à alimenter leur famille. Et on leur dit en plus qu'elles ne seraient pas volontaires, pas déterminées pour le faire. Et les 2100 bénévoles de Solidarité Nouvelle face au chômage sont, eux, témoins tous les jours, dans les accompagnements qu'ils les livrent, de ces difficultés, des efforts que font ces femmes et ces hommes qui cherchent un emploi. Et donc, c'est juste insupportable d'entendre ce type de remarques. Et à cet égard, on sort là, le 21 septembre, notre rapport annuel. Et il est, cette année, centré précisément sur la description des situations que connaissent les personnes les plus en difficulté sur le marché du travail. Longue durée, pas longue durée, enfin, vous avez... Notamment longue durée. Eh oui. Avec, on est parti de 15 monographies de personnes qui sont accompagnées par des binômes de bénévoles de SNC. Et notre propos, c'est, à travers ces 15 situations, de faire émerger les caractéristiques. Les typologies, en quelque sorte. Les typologies, mais ce n'est pas les typologies de situation des personnes, mais de faire émerger les mécanismes qui sont à l'œuvre et qui, finalement, empêchent qu'elles sortent de ces difficultés. Et on fait naturellement des propositions pour essayer d'y remédier. Il n'y a pas que l'emploi, il y a aussi le transport, il y a le logement, enfin il y a tous les sujets connexes à la question de l'emploi. Cette phrase d'Emmanuel Macron, parce que parlons un peu emploi, ça c'est un sujet, alors, on a beaucoup parlé retraite, et puis là cette rentrée, là, c'est de nous dire on est vraiment focus sur le plein emploi. Interview du Point, très longue interview du Point du président, qui lui a fait sa rentrée dans les colonnes de l'hebdomadaire. On passera d'un taux de 7% à 5% de chômage en nous dotant d'un système d'assurance chômage véritablement contracyclique. Alors ça, c'est un nouveau mot. Il y a beaucoup de mots comme ça qui arrivent. Il y a eu résilience pendant le Covid, et là, on va avoir pendant les 5 prochains mois le mot contracyclique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est l'idée que quand les voyants sont ouverts, on indemnise moins, puis quand la situation est moins bonne, rouge donc, on va plus indemniser. C'est ça le contrat cyclique? Alors ça, c'est la vision très statistique, très adéquationniste et très court-termiste qu'a notre gouvernement des politiques de l'emploi telles que à la CFDT, par exemple, on y réfléchit. Ça veut dire oui, ça veut dire ça. Ça veut dire que quand la situation de l'emploi est plus favorable, eh bien, on va réduire l'indemnisation des chômeurs, parce que dans la tête du gouvernement, c'est bien les personnes en situation de chômage qui sont en partie responsables de l'échec des politiques d'emploi. C'est tel que le gouvernement le pense aujourd'hui, c'est évidemment pas la vision qu'on a à la CFDT de la situation. Mais juste un mot, parce que, encore une fois, l'inflation s'invite dans le débat économique. Inflation, ça veut dire augmentation notamment des prix de l'alimentaire, réduction de la consommation, moins 8% de baisse de consommation des consommateurs, donc des salariés. Ça veut dire que derrière, il y a des entreprises qui vont souffrir et qui risquent de devoir licencier, se séparer de collaborateurs. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous le soutenez, cette stratégie du plein emploi portée par le président de la République et son gouvernement? La CFDT, elle soutient l'idée qu'il faut repenser la coordination des acteurs au plus près de la réalité vécue par les travailleurs. C'est bien ce qui manque. France Travail, ça. Non, parce que ce qui manque dans ce projet, c'est qu'on a une vision très macro. Voilà, on pose des chiffres, on pose 5% de plein emploi, mais derrière, on a 5 millions de personnes pauvres, de femmes, d'enfants, de gens qui vivent avec 607 € par mois. Voilà, des restos du cœur débordés, il faut le dire. Voilà, là, vous avez vu les appels des différentes associations. Donc la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, c'est quand même de la prévenir. Et donc prévenir la pauvreté, c'est d'une part agir quand on est en emploi sur les niveaux de salaire, mais pour ces personnes qui sont hors emploi, on a aussi un niveau de minima sociaux aujourd'hui qui est extrêmement faible. On ne vit pas dignement, on survit à peine avec ces montants de RSA. La CFDT, elle demande une revalorisation d'ailleurs de ces montants de minima, dont le RSA, pour payé ces par les raisons-là, parce qu'on ne vit pas, on ne peut pas vivre. Les dépenses contraintes aujourd'hui, logement, mobilité, alimentation, ont tellement explosé que ça veut pas dire la même chose pour une personne qui vit avec, encore une fois, 607 € que pour une personne qui vit avec 1500, 2000 €, même si on peut imaginer que c'est pas toujours simple selon les endroits où l'on vit. Voilà, c'est pas pareil entre Saint-Brieuc et Paris. Voilà, le niveau de vie n'est pas le même, le prix des logements n'est pas le même. Côté demandeurs d'emploi, parce qu'il y a eu la réforme, il y a eu plusieurs réformes. Hein. Oui. Là, le président Macron annonce, là, fin août, l'idée qu'on pourrait peut-être encore un peu plus réduire la durée d'indemnisation pour remettre un peu plus rapidement les demandeurs d'emploi au travail, c'est ce qu'il dit, porté par le ministre du Travail. Ils vivent avec combien depuis cette réforme, ces demandeurs d'emploi? Parce que cette réforme, elle est passée.
on a réduit quand même la durée. Alors, la dernière réforme dont la mise en œuvre a commencé pour toutes les personnes qui perdaient leur emploi au 1er février de cette année a réduit la durée d'indemnisation. Mais les précédentes réformes ont réduit le montant de l'indemnisation pour ceux qui ont des contrats courts, puisque le calcul du salaire journalier de référence qui détermine le montant de l'allocation, les modalités de calcul ont changé et ils l'ont réduit puisqu'on compte tous les jours, y compris les jours non travaillés. C'est ça. Alors qu'avant, on ne comptait que les jours travaillés dans cette période. Mais on a aussi durci les conditions d'accès à l'allocation retour à l'emploi, puisque auparavant, il fallait 6 mois dans les 24 mois et que depuis la réforme, c'est celle de 2017. Oui, il y en a quelques-unes qui se sont enchaînées. Auparavant, il fallait 4 mois et maintenant, il faut 6 mois dans les 24 mois. Donc là encore, un niveau d'exigence et d'accès à l'indemnisation qui a été aggravé. Et dans cette situation-là, c'est toutes les personnes qui sont dans ce qu'on appelle le halo du chômage. L'INSEE, pour 2,1 millions demandeurs d'emploi, mais en face 1,9 million de personnes dans ce halo du chômage. Donc, qui à la fois alterne du travail précaire c'est ça, c'est la précarisation. Ils peuvent avoir des petits contrats, qui peuvent aller dans l'intérim, qui peuvent être en temps partiel et qui aimeraient du temps plein. C'est toutes ces personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, mais qui ont des phases de travail. Mais ont une activité pendant la période. Voilà, mais qui n'est pas maîtrisée, qui n'est pas choisie. Et avec des personnes qui cherchent activement et d'autres qui ne cherchent pas activement suivant les moments. Et en fait, c'est toutes ces personnes-là qu'il s'agit, et la situation de ces personnes-là qu'il s'agit de prendre en compte. Et pas que les chômeurs en catégorie A. Pour leur permettre de sortir de cette précarité subie. Comment vous la regardez, cette rentrée sociale? Parce qu'on a eu un très gros round de bras de fer autour de ces retraites. La loi est passée, les décrets sont arrivés, on les a vus. Comment vous la sentez, cette rentrée sociale? Vous qui avez des capteurs dans beaucoup d'entreprises avec la CFDT, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'entreprise? Alors, à la fois, il n'y a pas d'esprit de revanche, ni de la part des salariés, des travailleurs, ni de la part des organisations syndicales d'ailleurs. En tout cas, un, ils n'ont pas oublié, et deux, il y a quand même cette colère parce que le renforcement des inégalités, il est toujours prégnant, qu'au quotidien, les travailleurs qui se rendent au travail aujourd'hui payent plus cher toujours leur carburant, rencontrent toujours des difficultés. En fait, toutes les dépenses du quotidien, au quotidien, ils ont pas seulement des irritants, mais des contraintes telles sur leur vie qu'il y a une colère latente et à tout moment. Alors, il ne s'agit pas de se dire de faire du catastrophisme, mais en tout cas, il n'y a pas de fatalisme et on n'a rien réglé. C'est-à-dire qu'on n'a rien réglé et à ce jour, les annonces gouvernementales ne nous permettent pas d'avoir confiance sur une vision de long terme, sur la prise en compte de ces problématiques. Il y a un vrai décalage entre la vision politique du gouvernement aujourd'hui et la réalité vécue par ces personnes. Et donc vous êtes les capteurs, vous les organisations syndicales, parce que vous recevez, vous entendez évidemment les délégués dans les entreprises. Le président avait la main, en tout cas le gouvernement avait la main sur l'assurance chômage, il a réformé d'ailleurs assez régulièrement, et puis il va falloir renégocier l'assurance chômage. Alors, de nouveau, les partenaires sociaux sont invités autour de la table. Ça se terminera en décembre, donc à partir de décembre, j'imagine que vous êtes déjà en train de travailler. Vous y allez autour de la table pour renégocier l'assurance chômage, ou vous dites, nous, on n'y va pas? Alors, pour la CFDT, d'abord, d'une part, la politique de la chaise vide, c'est pas dans notre ADN, et d'autre part, c'est de la responsabilité des partenaires sociaux. Aujourd'hui, on a, vous en êtes bien sûr, on est à la gouvernance sur les questions d'assurance chômage, donc on sera évidemment autour de la table. La négociation va être un peu musclée. On l'évoque, tour de vis, on est d'accord. Et puis c'est toute l'ambivalence aussi du positionnement patronal. On parle du gouvernement, mais on a une responsabilité aussi patronale dans cette négociation. Nouveau président du MEDEF. Il y en a une sur l'évolution des salaires, et encore une fois, on a négocié un accord partage de la valeur dans les mois derniers. On devrait avoir un certain nombre de branches professionnelles qui devraient mettre en application cet accord et renégocier les classifications dans ces entreprises-là, vous savez, qui déterminent les évolutions de carrière et les niveaux de salaire. Ce n'est pas le cas. Ces branches, aujourd'hui, n'ont pas bougé. C'est lesquelles? Et je ne vais pas vous faire une liste, parce que le name and shame, ça n'aide pas à démarrer
mais il y a 95 branches. La liste serait trop longue, malheureusement, aujourd'hui, pour le faire. Je préfère le ministre de laisser l'économie le fait sur les produits alimentaires. mais je préfère laisser à nos équipes une carte dans la manche pour aller ouvrir ces négociations plutôt que de faire du name and shame qui pourrait mettre un coup de frein au dialogue social. C'est pas le but. Côté solidarité face au chômage, vous n'êtes pas autour de la table, et je vous ai souvent posé la question, il y a les partenaires sociaux, c'est paritaire, mais votre organisation n'est pas invitée à faire valoir, je dirais, la parole des demandeurs d'emploi. Alors non, la place des associations qui sont identifiées comme pouvant porter cette parole, elle se situe dans une autre partie de l'organisation, pas dans la gouvernance, mais dans le comité national de liaison et dans les comités locaux de liaison des départementaux, en l'occurrence, de liaison des chômeurs. Mais ça arrive jusqu'aux négociations, enfin le bruit de fond que vous portez, il arrive jusqu'aux oreilles des négociateurs? Après, on travaille ensemble. Oui, c'est ça. Non, mais voilà, j'ai envie de savoir... Non, mais d'abord, on est en partenariat. Il se trouve Absolument. qu'avec SNC et la CFDT, depuis de longue date, on travaille ensemble, à la fois pour partager nos compétences sur l'accompagnement, puisqu'il y a de vraies aussi compétences développées au sein de l'association. Et puis, on a besoin aussi d'avoir ces capteurs qui ne sont pas les nôtres sur les personnes les plus éloignées de l'emploi, avec qui on n'a pas forcément plus de contact quand on est un syndicaliste. Donc, on échange depuis longtemps et en fait, on travaille beaucoup et avec d'autres associations pour consolider nos positions et partager aussi et porter parfois dans les instances où ne sont pas les associations de porter les mêmes propositions. Je vous ai posé la question, mais je ne voulais pas poser là, le plein emploi. Vous le soutenez, parce que c'est quand même un mantra. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, à l'époque ministre, était venue sur ce plateau de dire moi le plein emploi c'est 5%, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Le président l'a redit, Olivier Dussopt l'a encore redit, il y a la loi plein emploi. Est-ce que vous soutenez cette idée? Parce que la théorie, c'est de faire rencontrer l'offre et la demande. Ça reste un peu basique, mais c'est un peu ça l'idée. Il y a 2 éléments. Si le plein emploi se paye d'une forme d'exclusion d'un certain nombre de gens qui ne peuvent plus être accompagnés vers l'emploi et qu'on laisse dans un RSA qui ne leur permet pas de se sortir de l'existence, ça n'a aucun intérêt. 15-20 heures de travail. Alors, au moins 15 heures aujourd'hui. Au moins 15 heures. Le Sénat a durci. Non, mais on est d'accord. Mais enfin, il y a quand même cette idée de remettre aussi au travail, entre guillemets, ou en activité des gens qui n'étaient plus en contact avec l'emploi. Mais l'enjeu, c'est précisément que ces 15-20 heures ne soient pas une espèce d'obligation qui leur soit faite de rendre quelque chose à la société, mais un devoir que l'on se donne. Ça doit venir d'eux. Non. Un devoir que l'État se donne de mettre des moyens pour que ces personnes qui sont très éloignées de l'emploi soient accompagnées, qu'il y ait des gens à leur côté, qu'il y ait des temps collectifs individuels qui permettent de les redynamiser, les accompagner dans la durée. Quand, à force d'échouer et de ne parvenir à rien, ils se découragent, se démobilisent, et c'est bien naturel. C'est un sujet fondamental. Il nous reste trop peu de temps, mais cette idée des 15-20 heures, 15 heures, le Sénat d'ailleurs retiré le nom France Travail pour maintenir Pôle emploi, tout sera ça peut être remis dans l'ordre à l'Assemblée ou pas, mais vous soutenez cette idée de réaccompagner l'allocataire RSA sur une activité, sur une reprise d'activité. On ne peut pas parler d'emploi, mais le remettre en selle. Est-ce que vous dites, après tout, ça peut lui redonner une chance ? Alors, la CFDT, d'abord, elle est opposée à l'obligation de 15-20 heures, peu importe, d'activité, dans le sens où on est d'abord sur un devoir d'accompagnement de ces personnes. Si c'est 15-20 heures, c'est de l'accompagnement. Il a très bien dit, d'accompagnement. Et si c'est pour lever des freins à l'emploi, accompagner le travailleur qui est éloigné, et on le sait qu'il y a besoin d'un accompagnement social, oui. C'est absent ou quasiment absent du projet de loi aujourd'hui. La logique, c'est retour rapide à l'emploi et peu importe d'ailleurs la qualité de l'emploi. Et si demain, la société de plein emploi, c'est une société de plein emploi avec plein de travailleurs pauvres, eh bien la CFDT sera toujours fermement opposée à cette vision-là. Ça sera le mot de la fin, Lydie Nicole. Merci d'être venue nous rendre visite, secrétaire nationale en charge des politiques d'insertion et de la lutte contre la pauvreté à la CFDT. Et merci à Nathalie Annette, présidente de Solidarité Nouvelle face au chômage, avec cette présentation le 21 de ce document de travail qui est finalement l'émanation de ces témoignages, souvent très forts d'ailleurs, de ces femmes et hommes en situation de précarité et de recherche d'emploi. Merci à vous deux. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité.
On termine avec Fenêtre sur l'emploi pour parler de l'impact des licenciements sur le travail des DRH. Alors évidemment, les DRH, une des fonctions des DRH, c'est d'accueillir, mais aussi de se séparer de collaborateurs. On en parle avec Aurélie Feld. Bonjour Aurélie, présidente de LHH France. D'abord, un petit mot assez macro sur la situation des défaillances en entreprise et donc des licenciements, parce que cet été, là, au cœur de l'été, on a vu des chiffres assez effrayants de défaillances d'entreprises, hôtellerie, restauration, commerce. Mais dans l'étude que vous nous apportez, on découvre que ça va au-delà quand même. Il y a quand même une situation qui est assez délicate. Alors, d'une part, effectivement, sur les défaillances d'entreprises, on observe un retour à des niveaux pré-Covid, en fait. C'est la période dans laquelle on était, qui était une période plutôt anormale. Ce qui est vrai aussi, c'est que ça touche plus particulièrement certains secteurs d'activité. Vous le soulignez, l'hôtellerie, la restauration, mais aussi tout le retail. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison particulière pour que ça baisse à nouveau ou que ça s'arrête. La conjoncture, elle n'est pas particulièrement favorable. Et dans notre étude, on a été interrogé 7000 cadres et 2500 DRH dans 5 pays. On obtient des résultats assez similaires en France et ailleurs dans le monde. On voit effectivement d'une part que les DRH sont environ 77% à déclarer que leur entreprise va ou pourrait licencier en 2023. Et quand on regarde les craintes des salariés, il y a une petite moitié de salariés qui craignent pour des licenciements dans leur entreprise et encore un gros tiers qui craint pour des licenciements dans leur secteur d'activité. Et une partie d'ailleurs qui se dit je partirai bien, je profiterai bien aussi de tout ça pour renverser la table, qui est l'autre sujet des conséquences Covid, puisqu'on évoque là les conséquences du Covid. Les impacts des licenciements sur les DRH, parce qu'ils nous regardent les DRH, regardez. D'abord, difficulté à recruter de nouveaux talents. Parce que quand une entreprise se déleste, c'est compliqué. Désengagement des salariés restants, augmentation des démissions, incapacité à atteindre les objectifs. De fait, les équipes se réduisent, c'est ce que disent les cols blancs interrogés. Et poursuites judiciaires par d'anciens salariés, donc des procédures. Tout ça est complexe quand même. Ça provoque des conséquences un petit peu en effet domino, là. En fait, si on reprend simplement la mission du DRH, c'est quoi la mission du DRH? C'est de permettre à l'entreprise de mettre en œuvre sa stratégie en lui donnant les bonnes compétences, dans les bons volumes, au bon endroit, au bon moment. Donc ça veut dire que le DRH essaie de projeter l'emploi dans son entreprise. Et donc si d'un seul coup il est percuté par un plan de départ, tous ces plans s'écroulent et il doit recommencer de zéro. Ou peut-être pas de zéro, mais en tout cas de beaucoup plus loin qu'il n'était arrivé. Et puis difficulté aussi quand on descend d'un cran, puisqu'on parle des DRH, mais pour les managers, parce qu'en fait les DRH voient qu'effectivement les équipes se réduisent. Beaucoup de collaborateurs col blanc disent j'ai vu mes équipes se réduire. Absolument. Donc, et ça induit d'une part un sentiment d'épuisement qui est souligné par une forte majorité des collaborateurs et qui a l'air d'être passé à peu près inaperçu des DRH qui le soulignent qu'à 6%. Ça induit évidemment... Ils ne se parlent pas, hein. Alors je pense que si, bien sûr, ils se parlent, mais ils ne voient peut-être pas les mêmes choses. C'est ça. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Dans le monde paysan. Voilà, exactement. Et la porte des DRH n'est pas forcément celle des actifs. Ils sont peut-être un tout petit peu plus éloignés du terrain parfois. Et effectivement, ça pourrait être une bonne idée pour certains DRH de retourner parler plus directement à leurs collaborateurs qui ont l'impression de s'épuiser parce qu'on leur demande plus avec moins. Merci Aurélie Feld d'être venue nous rendre visite. J'avais d'autres questions, mais malheureusement le temps est terminé sur, évidemment, qu'est-ce que vous préconisez? Parce que la vraie question, c'est qu'on voit à travers cette étude l'effet non vertueux des licenciements. Elle a des conséquences, elles ont des conséquences dramatiques sur l'entreprise, évidemment. Oui, et on préconise 3 choses particulièrement. La première, c'est l'empathie du management. Traiter avec dignité, avec empathie ceux qui partent et ceux qui restent. Ça aura forcément des impacts positifs d'abord sur les gens et ensuite sur la marque employeur. Deuxièmement, ce qu'on préconise, c'est de communiquer de façon très transparente et très complète à l'ensemble des équipes. Et puis troisièmement, et c'est probablement le plus important, et j'aurais dû commencer par ça, explorer toutes les alternatives au licenciement, et il y en a plein, des redéploiements, des reconversions, de la mobilité. Merci, vous avez été complète. Je ne vous ai pas posé la question, mais vous avez répondu à ma question. Merci Aurélie Feld, vous êtes à la tête de LHH France, étude à découvrir sur votre site, étude complète qui est extrêmement passionnante. Merci, l'émission est terminée, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, évidemment. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro à la rencontre de nouvelles personnalités. D'ici là, portez-vous bien. Merci à l'équipe de programmation, évidemment, Nicolas Juchat et Alexis qui nous accompagnent, et puis merci à nos équipes de réalisateurs et ingénieurs du son. Je vous retrouve demain. Bye bye.